Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer notre cours. Donc, aujourd'hui, on va te parler un peu du processus d'externalisation du pentest. Et en même temps, on va essayer de voir de manière générale quelle est la feuille de route qui sera appliquée lors d'un pentest. Donc, les différentes étapes que vous devez respecter lors de votre pentest. Alors, généralement, un pentest doit être, passer par un certain nombre d'étapes. Donc, à vrai dire, vous n'êtes pas obligé forcément de respecter l'ensemble des étapes. Tout dépend de votre périmètre et de l'accord que vous avez déjà avec votre client. Donc, tout dépend de l'étendue de votre test, du contexte, etc. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est les étapes générales, donc d'un pentest global, mais ensuite, vous devez vous adapter en fonction de votre contrat. Alors, la première phase de votre pentest, ça va être la récolte d'informations. Donc, ça peut être la récolte passive ou la récolte active. Donc, tout dépend de ce que vous allez faire. Une fois que vous avez fait votre récolte d'informations, vous passez à une étape suivante qui est l'étape d'analyse de vulnérabilité. Donc, c'est toutes les vulnérabilités que vous essayez de découvrir et de voir la faisabilité de l'exploitation des différentes vulnérabilités qui existent en fonction des informations que vous avez pu récolter sur l'environnement que vous êtes censé pentester. Une fois que vous avez finalisé cette étape, on passe vers une autre phase qui est le pentest externe. Donc, vous allez essayer de faire votre pentest à partir de l'extérieur. Une fois que vous avez fini cette phase, vous allez essayer de faire le pentest du réseau interne. Donc, soit vous allez le faire de l'extérieur vers le réseau interne, soit vous allez le faire de l'intérieur si votre contrat le permet. Une fois que c'est fait, vous allez vous attaquer aux différents switches et routeurs. Par la suite, ce sera la phase d'ingénierie sociale. Plutôt par la suite, ça va être la phase de pentest de vos firewalls. Ensuite, vous passez vers les IDS, les réseaux Wi-Fi. Vous allez tester le déni de service. Est-ce qu'il est applicable sur les serveurs et les systèmes de votre client? Par la suite, vous testerez le cracking des mots de passe à la recherche de mots de passe faibles ou de mots de passe standards utilisés avant de passer vers l'ingénierie sociale. Ensuite, vous allez essayer de pentester les environnements mobiles, par exemple tout ce peut être fait lors du vol d'un PDA ou d'un laptop. Ensuite, vous passerez vers le pentest du code source. Donc le code source dans le cas où le client lui-même a déjà accès à ce code source avant que vous-même vous puissiez en avoir accès. Ensuite, vous passerez vers le pentest de vos applications web, les injections SQL et le pentest de la sécurité physique. Donc, quand on parle de pentest de sécurité physique, ça veut dire vous allez vérifier d'abord tous les accès vers les locaux du client, qu'ils soient autorisés ou non autorisés. Ensuite, vous vérifierez tous les systèmes de contrôle et de sécurité, qu'ils soient périmétriques, qu'ils soient sécurité incendie, détecteurs, etc. Seulement, le pentest de sécurité physique ne se limitera pas aux violations de périmètre et aux actes de sabotage, mais il doit aussi s'étendre carrément jusqu'à la vérification même de la sécurité contre les catastrophes naturelles. Par la suite, vous allez faire ce qu'on appelle le pentest des caméras de surveillance. Alors, contrairement au pentest de la sécurité physique, le pentest des caméras de surveillance s'intéresse particulièrement au système de vidéosurveillance dans le but de le corrompre, tout simplement.
Par contre, le pentest de la sécurité physique, c'est un pentest qui s'intéresse tout simplement à la violation de périmètre. Donc, je peux violer le périmètre physique sans même m'intéresser aux caméras de surveillance. Or, quand on parlera de pentest de caméras de surveillance, c'est comment corrompre ce système de contrôle. Ensuite, vous allez faire votre pentest de base de données. Pentest VoIP, pentester les VPN, l'infrastructure cloud si l'on dispose, les machines virtuelles. Vous allez faire du wargaring, vous allez essayer de détecter les virus et les vers et les chevaux de Troie. Vous allez essayer de pentester la gestion de ces journaux de log, contrôler l'intégrité de ces fichiers, pentester les équipements mobiles, s'il y a d'autres équipements mobiles en dehors des laptops et PDA. Vous allez tester tout ce qui est télécom et large bande, donc tout ce qui est connexion externe. Vous allez vérifier, tester la sécurité de ces mails, les patchs de sécurité, la fuite de données, l'URP s'il en possède un. Et c'est à ce niveau-là que vous aurez fait le tour de tout ce qui a lieu de pentester. Vous remarquerez que c'est un pentest qui est assez lourd, qui peut durer très longtemps. C'est pour ça que c'est rare que vous ayez un pentest qui va vraiment faire tout ça. Donc là, vous remarquerez que certaines choses concernent des aspects très spécifiques qui doivent être demandés de manière claire et spécifique par le client pour que vous puissiez les faire. Alors, quand on parle d'évaluation de la sécurité des applications, il faut savoir que c'est tout simplement le fait de prendre une application donnée, quelle que soit l'application, d'essayer de l'analyser en profondeur pour essayer d'identifier les vulnérabilités qui peuvent soit exposer les informations sensibles du client, soit permettre l'exploitation de cette application pour l'accès à d'autres données qui sont hors du périmètre de l'application. Le but de ce test, c'est de s'assurer qu'un utilisateur malveillant ne puisse pas détruire les données, accéder à l'application, voire même modifier les données de votre client, ou carrément accéder aux services qui sont fournis par le client et les désactiver, les modifier, etc. Alors, quand on a parlé de tests d'application web, donc là, l'idée c'était quoi? C'était de vérifier d'abord les inputs. Donc, vérifier s'il n'y a pas possibilité de faire des injections de commandes, d'OS, de scripts, des injections SQL, des injections au niveau de vos LDAP, des injections XSS, etc. Il s'agira aussi de vérifier la sanitarisation des variables de sortie. Donc là, vous allez tout simplement faire l'analyse des caractères spéciaux, vérifier les erreurs, etc. Il y a ce qu'on appelle aussi la présence du système de contrôle d'accès. Donc là, vous vérifiez qui a accès aux interfaces administratives, qui peut envoyer des données pour manipuler des formulaires et des champs de saisie. Vous allez vous-même faire des requests sur des URL, modifier des valeurs au niveau des scripts côté client, essayer de faire des attaques en utilisant des cookies. Donc, essayer de faire réellement tout ce qu'on a déjà vu au niveau des attaques web sur les applications de votre client. Par la même occasion, vous allez essayer de vérifier s'il y a possibilité de faire des buffer overflow. Vous allez vérifier les différents composants de votre application. Donc là, vous allez essayer de faire des contrôles de sécurité sur ces différentes composantes, que ce soit au niveau des composantes du serveur et, vous allez chercher tout type de vulnérabilité qui peut exister, pas forcément en front-end, mais même, mais même en back-end. Vous allez essayer de vérifier la possibilité de faire des délits de service tout en vérifiant
quelles sont les entrées qui peuvent être la cause de ces délits de service. Vous allez essayer aussi de voir quel est l'impact de ces délits de service sur votre application, sur votre environnement. Parce que des fois, le déni de service ne va pas causer uniquement une saturation des serveurs, mais il peut causer d'autres brèches de sécurité. Également, vous devez contrôler toutes les données et les erreurs, donc vérifier les failles de sécurité qui sont liées à vos données. Par exemple, le stockage de données sensibles au niveau du cache, ou bien tout simplement les histoires de débit de données sensibles en utilisant HTML, c'est-à-dire tout simplement l'envoi de données sensibles non chiffrées, donc non sécurisées. Donc, donc, si on essaie de résumer les choses, ce qu'on va faire au niveau des applications web, c'est essayer de contrôler la confidentialité pour les applications en utilisant des protocoles de sécurité et un cryptage. Donc là, on va essayer de chercher les différentes failles, que ce soit dans le mécanisme d'échange de clés. Est-ce que la longueur de clé utilisée est une bonne longueur ou bien c'est carrément des clés de taille ridicule? Essayer de voir si les algorithmes utilisés, c'est des algorithmes fiables ou bien c'est tout simplement des algorithmes bateaux qui ont été créés par le développeur lui-même pour faire un semblant de chiffrement. Parce que souvent, dans beaucoup d'applications, vous allez voir que le développeur ne va pas se casser la tête à implémenter un vrai algorithme de chiffrement. Parce que s'il va l'implémenter, il va voir qu'il y a une baisse de performance, un temps de calcul plus élevé. Donc, il va créer lui-même un algorithme très rudimentaire qui donnera l'impression que la donnée est chiffrée, mais qui réellement ne l'est pas. Ça va être tout simplement un petit algorithme par substitution ou bien par décalage qu'il a développé en local. Et vous allez voir même que la clé, vous allez la trouver au niveau du code même de l'application. Des fois même le client peut accéder à cette clé parce que vous allez la trouver au niveau de l'interface web. Alors, vous devez aussi vous intéresser à la gestion des sessions. Donc là, il est intéressant de vérifier s'il y a une validation temporelle des jetons de session, dans le sens où chaque jeton de session doit avoir une durée de vie, donc une date d'expiration. Vous devez vérifier aussi si votre jeton de session existe dans l'historique ou dans le cache du navigateur. Est-ce que le ID qui est utilisé pour les sessions, est-ce que c'est un numéro séquentiel ou non? Si c'est un numéro séquentiel, c'est une grande vulnérabilité. Par contre, si c'est un numéro généré aléatoirement, là, ça offre quand même un peu plus de sécurité. Vous êtes aussi dans l'obligation de vérifier la configuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'un attaquant peut tenter de manipuler des ressources en utilisant les méthodes delete ou bien put connues au niveau du protocole HTTP. Donc là, vérifiez s'il y a une sécurisation de vos interfaces administratives au niveau de vos serveurs de ce type de vulnérabilité. Au niveau de la sécurité réseau, donc là, vous devez commencer par scanner l'environnement réseau pour identifier vos différentes vulnérabilités et vous devez aider pour améliorer la politique de sécurité. Vous devez découvrir les défauts de sécurité réseau qui peuvent causer la destruction ou l'exploitation des données. Vous devez vous assurer que l'implémentation de la sécurité, la manière dont la sécurité a été implémentée, fournit une protection nécessaire à votre client. Et généralement, ce type de test doit être effectué par un auditeur qui va faire un pen test du réseau. Donc, il ne s'agit pas d'aller voir le réseau et de vérifier, tiens, ceci est implémenté correctement, tiens, a été fait de manière normale. Parce que là, faire un reviewing du réseau de cette manière, vous allez pouvoir passer, essayer devant beaucoup de choses sans pouvoir les remarquer. Parce que c'est un travail qui reste fastidieux. Donc, l'idéal, c'est de voir l'implémentation, comment elle est faite, ensuite d'essayer d'attaquer cette implémentation. Parce que, en d'autres termes, essayer de faire carrément une évaluation en boîte blanche dans ce cas de figure. Bon, l'évaluation du Wi-Fi, je pense que
C'est assez simple, simpliste. Donc là, vous allez évaluer tout simplement les risques associés à votre réseau Wi-Fi, au système VPN, aux différents équipements mobiles. Mais là, il faudra faire attention parce que là, on ne se limite pas quand on parle du réseau Wi-Fi. Donc, c'est beaucoup plus un abus de langage qui est utilisé par les clients. Donc là, il va falloir faire attention à tout type de transmission sans fil. Donc, ça peut être une transmission Wi-Fi donc en 802.11, ça peut être tout simplement une transmission Bluetooth ou une transmission radio en local. Souvent, vous allez avoir affaire à des clients qui ont par exemple deux bâtiments ou bien deux sites non éloignés, qui vont utiliser carrément une transmission radio pour lier les deux sites entre eux. C'est une technologie qui est de plus en plus utilisée en Algérie. Vous allez remarquer que pas mal de clients entre deux bâtiments ou bien entre deux sites où la distance est moins d'un kilomètre entre les deux sites, ils vont placer des antennes entre les deux sites. Il va y avoir un signal radio entre les deux. Évidemment, c'est quelque chose qui est soumis à autorisation, donc ils disposent des autorisations nécessaires. Et malheureusement, surtout chez nous en Algérie, les gens ont tendance comment dirais-je, à négliger la sécurité de cette transmission radio. Donc, vous allez voir qu'ils vont placer des pare-feux à l'entrée de leur réseau, ils vont chiffrer leur flux est entrant-sortant. Mais la liaison radio qu'il y a entre les deux sites contiendra zéro sécurité. Donc, ça va être carrément une liaison en clair. Parce que dans leur petite tête, tout simplement, ils vont vous dire, bon, c'est un signal radio, il faut un équipement spécifique comme le nôtre, comme c'est pas tout le monde qui l'a, et que c'est un signal qu'on appelle en français. Attendez que je me rappelle du mot en français. C'est un signal direct en vue directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un signal par propagation d'onde. Donc, le signal est unidirectionnel, donc personne ne pourra le capter. Malheureusement pour eux, un pirate qui ne va pas forcément intercepter le signal en se mettant entre les deux antennes, mais à proximité de l'une des deux antennes, il pourra quand même capter le signal, surtout s'il n'est pas chiffré. Donc là, ça va représenter un très gros risque en matière de sécurité. Donc, quand vous allez faire votre test Wi-Fi, donc il y a toute une panoplie de méthodes. Donc là, on va citer uniquement quelques-unes. Donc là, vous devez vérifier par exemple que l'identifiant des services, donc ce qu'on appelle le SSID, est facilement disponible. Vous allez tester toutes les méthodes de broadcast SSID. Vous allez voir si le réseau local accepte n'importe quel SSID. Le test doit aussi faire du brute force sur des chaînes de caractères SSID. Donc, à l'aide de différents outils, par exemple, vous pouvez utiliser Kismet. Vous devez chercher des vulnérabilités lors de l'accès au WLAN via le routeur sans fil. Donc là, vous pouvez faire tout simplement soit la capture de paquets, essayer de les déchiffrer, soit n'importe quelle autre méthode. Vous allez aussi tenter de faire l'audit des balises de broadcast de vos points d'accès pour vérifier les protocoles disponibles sur votre point d'accès. Vous pouvez aussi soumettre la méthode d'authentification à lecture. Ça veut dire quoi? Vous allez prendre les authentifications précédentes et essayer de faire des rejets de ces authentifications, voire même essayer de vérifier une élévation de privilèges pour voir si ça marche. Vous allez essayer de vérifier d'abord est-ce qu'il utilise une authentification par adresse MAC. S'il utilise l'authentification par adresse MAC, vous devez vérifier qu'elle fonctionne correctement et ce n'est pas uniquement la seule technologie utilisée parce que l'authentification par adresse MAC à elle seule peut être facilement corrompue. Il y a aussi l'évaluation de la sécurité de la téléphonie. Donc, dans ce cas de figure, vous devez essayer d'identifier toutes les vulnérabilités de la technologie utilisée. Donc là, ça peut être tout simplement une technologie par VoIP, ça peut être une technologie PABX, etc.
Donc là, ce que vous devez vérifier, d'abord la possibilité de faire des écoutes des appels. Là, on ne parle pas d'écoute externe, c'est beaucoup plus en interne qu'on s'intéresse à ça. Est-ce qu'on peut avoir un accès non autorisé au système de messagerie vocale? Est-ce qu'on peut faire une attaque par DOS? Est-ce qu'on peut frauder des appels, donc s'infiltrer dans le réseau de téléphonie interne pour prendre l'identité d'une personne? Donc tout ça, c'est des choses à vérifier. Parce que de manière générale, si les employés d'une entreprise savent, par exemple, que le système de téléphonie est un système interne, donc pour eux, dans leur tête, personne ne peut éventuellement s'infiltrer dans le réseau téléphonique. Donc ils vont faire confiance à toute personne qui les contacte par réseau téléphonique. Et dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à toutes les tentatives d'ingénierie sociale. En matière d'ingénierie sociale, bon, vous savez tous c'est quoi l'ingénierie sociale. Donc là, ce sera à vous d'exploiter la peur, le besoin les besoins que ressentent les humains de s'entraider entre eux, d'aider autrui, etc. Donc, ça vous permettra de récupérer des données sur l'infrastructure réseau, la sécurité, les mots de passe, les documents sensibles, etc. Pour la partie de test des équipements de filtrage réseau, donc là, il faut savoir que là, ce que vous devez faire, déjà, vous allez faire une analyse active de la configuration système. Donc, vous allez chercher les failles de conception, les failles au niveau de l'architecture, les défauts techniques, les vulnérabilités, etc. Pour cela, vous devez faire des simulations d'attaque. Vous allez pouvoir exploiter les vulnérabilités déjà connues pour les équipements réseau. Vous allez faire un rapport qui va contenir toutes les informations détaillées avec les contre-mesures et les recommandations. Alors, pour les simulations du déni de service, là, il faut faire attention, on parle beaucoup plus de simuler des dénis de service. Alors, euh, généralement, déjà, le but de de ces tests, c'est de tester les équipements de déni anti-DOS que possède votre client. Il faut savoir que seuls les clients qui ont mis déjà en place une politique anti-DOS qui vont vous demander ce type de test. Un client qui n'a pas prévu ce type d'attaque ne vous le demandera jamais. Parce que bon, il sait pertinemment que tous les systèmes peuvent être corrompus par une attaque par déni de service. Ça, c'est connu. Donc, pourquoi vous demandez de le faire s'il n'a rien prévu? Donc, généralement, c'est de gros clients d'abord qui vont demander ça. Et c'est des clients qui ont mis en place soit des politiques de sécurité contre les délits de service, par exemple le fait de blacklister les adresses IP ou autres au niveau de leur pare-feu. Soit c'est des clients qui disposent déjà de ce qu'on appelle des boîtiers anti-DOS, ou bien carrément qui disposent de capacités additives de secours ou de réserve qui sont là en cas d'attaque par délit de service. On vous dit généralement que la simulation de daily service peut nécessiter soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de ressources. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que vous n'allez pas pouvoir la faire à partir de votre laptop. Donc vous, par exemple, dans votre bureau, vous allez dire, voilà, je vais effectuer un daily service contre telle ou telle entité. Généralement, pour faire ces attaques par daily service, vous allez avoir deux approches. Soit vous allez louer des ressources supplémentaires. Donc, qui dit louer des ressources supplémentaires veut dire louer des machines sur Internet, ou bien louer des capacités de calcul et d'envoi pour pouvoir simuler votre attaque, soit acquérir les outils et les logiciels spécifiques. Dans le cas où vous allez louer des ressources supplémentaires sur Internet, vous pouvez le faire à distance. Le problème ne se pose pas. Par contre, si vous disposez des logiciels et des outils matériels physiques nécessaires, ça veut dire que vous allez vous connecter directement soit sur le routeur de votre client, soit vous allez vous connecter directement sur le serveur sur lequel vous voulez simuler l'attaque. Alors, généralement, ce type d'outil, c'est quoi? C'est tout simplement des cartes ou bien des boîtiers de simulation de DOS qui ont la capacité de générer des débits assez élevés. Avec des requêtes que vous avez déjà programmées.
et que vous pouvez injecter de manière aléatoire. Ça veut dire, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, je cible un serveur web. Donc, je programme mon simulateur pour faire des requêtes HTTP ayant un certain format en lui disant de générer des adresses sources aléatoires. Je le branche automatiquement soit sur le routeur, soit sur le serveur lui-même. Et généralement, c'est des équipements qui ont une capacité de transmission estimée soit en gigaoctets par seconde, soit en téraoctets par seconde. Donc, automatiquement, que va faire mon équipement? Il va commencer à générer les requêtes et à les envoyer avec, à la vitesse à laquelle je l'ai programmé vers la cible. Bien sûr, il faut savoir que ces équipements ne font pas ce qu'on appelle un envoi à distance. Ils utilisent uniquement un envoi en local, point à point, vers un équipement ou autre. Maintenant, il y a aussi certains services en ligne que vous pouvez utiliser pour simuler les dénis de service. Mais là, bon, généralement, comme on vous dit, ils utilisent une charge nominale. Donc, généralement, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver au même niveau que vous pouvez faire avec des outils matériels ou logiciels que vous aurez acquis au préalable qui sont destinés à cet effet, ou bien avec un vrai réseau de botnet que vous possédez sur Internet. Là, maintenant, on arrive à la partie qui traite de l'externalisation des services de pentest. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on entend par externalisation? Alors, mademoiselle Lazali, Bonjour monsieur, bonjour. j'allais vous poser la même question. Ouais, mais je vois que vous êtes en meilleure forme que moi aujourd'hui. Alors, on va poser la question à mademoiselle Laroui. Alors, Laroui Hanan. Laroui Mariam plutôt. Laroui, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez écrire sur le chat. Laroui une fois. Laroui deux fois. Laroui n'est pas là. Alors, monsieur Messafer. Monsieur, je n'ai pas une idée sur ça. D'accord. Alors, monsieur Boulkrinat, est-ce que vous avez une idée? Ah, bonjour, messieurs. Bonjour. Je n'ai pas une idée. C'est tout. Mademoiselle Chelouah. Chelouah une fois. Chelouah deux fois. D'accord. Alors, mademoiselle Chelouah, est-ce que vous avez une idée? Déjà, le terme externalisé veut dire quoi? On parle en langage français. D'accord, c'est l'inverse de... Externe, c'est l'inverse d'interne. Externalisé veut dire quoi dans ce cas-là? Ok. Donc, nous avons deux réponses, celle de Silek Hal qui s'est impatienté et celle de Chelouah. Monsieur, je peux donner une réponse. Allez-y, monsieur Kahli. Monsieur, ça peut être, comme le mot anglais, outsourcing, c'est-à-dire de confier le service, confier le travail à d'autres partenaires. C'est exactement ça. D'accord, merci, monsieur. Alors, comme l'a dit monsieur Kahli, l'avait écrit monsieur Silek Hal,
Donc, externaliser un service, c'est tout simplement essayer de faire en sorte qu'il soit fait par une entité externe. Alors, il faut savoir, quand on parle de pentest, généralement, beaucoup d'entreprises vont vous dire, moi, je préfère le faire par mes propres auditeurs, surtout s'il n'a pas pour vocation de certifier l'entreprise. Il va vous dire pourquoi moi, je vais m'exposer à une personne externe que je connais pas. Je préfère avoir mes propres employés qui vont le faire. D'autres vont vous dire non. Pourquoi ne pas le faire faire par un professionnel? Pourquoi je vais recruter un auditeur, moi, à longueur d'année, et je vais le payer pour qu'il me fasse un audit, voire deux audits par an. Donc, quand on parle d'externalisation, ça veut dire tout simplement, c'est faire auditer le réseau par une agence externe pour acquérir le point de vue d'un intrus. Maintenant, l'organisation, quand elle va externaliser, peut exiger qu'il y ait une évaluation et des mesures de sécurité suggestives. Quand on parle de mesures de sécurité suggestives, c'est ce qu'on avait vu quand vous avez rédigé, quand on a parlé du rapport. C'est-à-dire, vous allez faire le pentest. À la fin, vous allez donner des recommandations, des mesures de sécurité. Maintenant, le problème qui va se poser dans le cas d'une externalisation, c'est qu'est-ce qui risque de se passer si l'acte du pentester externe va causer, disons, une défaillance au niveau du système du client. À votre avis? Il ne va rien se passer parce que normalement, ils sont protégés par un contrat. Ben, tout dépend de ce qu'il y a dans le contrat aussi, hein. Vous allez voir des contrats, on va vous dire si vous causez un arrêt supérieur à 5 minutes, vous payez des indemnités. À vrai dire, les défaillances qu'il peut y avoir sont de deux types. Alors, soit le pentester va nuire au système opérationnel du client, ça c'est le premier cas de figure, soit le pentester, il n'arrivera pas à, comment dirais-je, à satisfaire ses obligations professionnelles. Il va se retrouver dans l'incapacité de fournir les services professionnels pour lesquels il s'est engagé. Alors, le premier cas de figure, je pense qu'il est assez clair. Vous allez faire un pentest, vous allez crasher un des serveurs les plus importants du client, vous allez causer un crash en cascade. Le client est à l'arrêt pendant une semaine, 10 jours. Rappelez-vous quand on a parlé alors le cours de sécurité de l'année passée. On avait parlé du cas de la ville de Tulsa aux États-Unis, qui avait perdu plus de 90 000 dollars. Pourquoi? Parce que lors d'une opération de pentest, alors ce qui s'était passé, c'est que le pentester avait trouvé une vulnérabilité, il l'a exploitée, et l'exploitation de cette vulnérabilité a fait en sorte que les imprimantes de la ville, enfin quand je dis de la ville, je parle de la mairie de la ville, ont imprimé 90 000 lettres adressées à 90 000 citoyens en leur donnant certaines informations. Donc, comme c'est des processus quasi automatisés, donc les imprimantes sont enclenchées, ils ont imprimé les lettres. Automatiquement, les employés, ils ont trouvé des lettres imprimées, ils les ont mis dans des enveloppes, parce que les enveloppes aussi étaient imprimées, et ils les ont postées vers les citoyens. Les citoyens ont reçu du courrier, ils se sont dirigés vers la ville pour répondre à ce courrier, etc. Donc, ça a créé une perte de fonctionnement estimée à disons à 90 000 dollars. Je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais bon, je pense que ça doit être dans les. À votre avis, qui doit endosser ce dommage? Est-ce que c'est le pentester?
Est-ce que c'est le client ou c'est quelqu'un d'autre? Monsieur, alors, où est-ce qu'il est déjà? Monsieur, ah non, c'est vous qui avez parlé tout à l'heure. Tout dépend de ce qui est mentionné dans le contrat. Et monsieur, j'ai une question. Pourquoi ne pas faire un pentest sur un système de pré-production? Oui, mais si le client n'a pas de système de pré-production, Bah, va falloir dire dans le contrat que s'il y a des pannes, c'est pas totalement de la faute des pentesters, vu que le client n'a pas de système de pré-production. mais souvent le client refuse d'endosser la responsabilité. Vous allez trouver que dans la pratique, dans 99,99% des cas, le pentester va définir des délais. Et plutôt, le client va définir des délais. Il va vous dire si l'arrêt est supérieur à telle durée, c'est vous le responsable, c'est pas moi. Et vous, à vrai dire, vous n'avez pas trop le choix parce que le client, ça va être sa condition. Soit vous travaillez avec lui avec ses conditions, soit il ira trouver un autre pentester qui va accepter. Donc là, vous ne trouverez jamais un client qui va vous dire, d'accord, tu peux détruire tout mon système, c'est pas grave, معليش الله غالب. Tu étais en train de faire un pentest où tu as tout détruit, oui, معليش. Je te paye quand même, hein. خلصك, il n'y a aucun problème, ou je me débrouillerai pour arranger tout ce que tu as détruit. Là, vous pouvez arriver de trouver un client pareil, hein. Alors, il faut savoir que dans certains pays, on parlera d'assurance de responsabilité professionnelle. Alors, cette assurance, bon, elle n'existait pas en Algérie, je me ferme, c'est pas la peine. Elle n'existait pas en France. Elle existe beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Alors, cette assurance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle couvre ce qu'on appelle les règlements des jugements pour lesquels il y a une responsabilité judiciaire des testeurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette responsabilité a été engagée par des faits que vous avez commis lors du pentest, ou bien tout simplement par votre incapacité à fournir le service. Alors, votre incapacité à fournir le service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez commencé à faire le pentest et qu'à un moment donné, vous abandonnez. Vous abandonnez pour quelle raison? Parce que tout simplement, vous n'arrivez à rien trouver. Mais après tout, tout simplement. Or, le client est sûr qu'il a des vulnérabilités parce qu'il s'est fait attaquer. Prenons un cas très simple. Vous avez par exemple l'entreprise, bon, sans citer l'entreprise, une entreprise X qui s'est fait pirater il y a 15 jours. L'entreprise fait appel à une société de pentest. Elle leur dit, voilà, je viens de me faire attaquer. C'est la troisième fois qu'on se fait attaquer de trois manières différentes. On ne sait pas comment c'est arrivé. On veut un pentest pour savoir comment nous sécuriser parce que vous devez trouver les vulnérabilités. Le pentester ayant mal négocié son contrat, dans son contrat, il y a eu ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le contrat, il est écrit noir sur blanc que vous devez trouver les vulnérabilités qui ont mené aux trois attaques précédentes. Le client était intransigeant sur ça, il vous a dit, moi j'ai été attaqué, je veux savoir comment. Et il vous a fait signer un contrat pareil. Vous avez fait votre test et vous n'avez pas trouvé de vulnérabilité. Eh bien, vous n'avez pas trouvé de vulnérabilité. Le client est en droit de vous attaquer en justice. Il est en droit de ne pas vous payer et de vous demander un dédommagement carrément. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas satisfait une obligation contractuelle qui était liée à votre métier et qui résulte de votre incapacité à fournir votre service professionnel. Comme je disais tout à l'heure, dans les pays anglo-saxons, il y a ce qu'on appelle l'assurance de responsabilité professionnelle. Donc, vous devez être assuré et il va couvrir le règlement du jugement, dédommagement du client, etc. En Algérie, vous allez être jugé et vous allez dédommager le client qui va demander dommages et intérêts. Est-ce que c'est clair? Alors, il y a un autre point qui est important quand on parle d'externalisation, c'est ce qu'on appelle les conditions d'engagement. On a déjà vu ça quand on a parlé des règles d'engagement. Il faut savoir que généralement, quand une entreprise initie un test d'intrusion contre un de ses systèmes de production, après qu'elle le fera,
qu'une fois qu'elle s'est mise d'accord sur des règles d'engagement très explicitement énoncées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit mettre des termes de référence qui vont apparaître dans les contrats, dans lesquels elle va définir comment est-ce que le pentester doit interagir avec eux. Ils peuvent même spécifier le code de conduite désiré, les procédures à suivre par le pentester, la nature des interactions entre le pentester et leur propre organisation. Quand on parle de nature d'interaction, ça veut dire c'est là qu'ils vont vous dire, par rapport à ce qu'on a vu dans la première diapo, c'est là qu'ils vont vous dire, vous allez faire une analyse de vulnérabilité, vous pouvez pentester le firewall, vous ne pouvez pas faire de pentest Wi-Fi, vous ne pouvez pas voler nos laptops, etc. Parce que si dans les règles d'engagement, ils vous disent, vous n'avez pas le droit de voler les laptops, et que vous volez les laptops, là, vous avez enfreint une obligation contractuelle et vous êtes considéré tout simplement comme un voleur de laptop. Vous n'êtes pas considéré comme un prestataire qui est en train de faire un pentest. Monsieur, Oui, dans le cas où ma cache avec l'assurance, c'est quoi la garantie? il n'y a pas de garantie, c'est vous qui payez. صح شغل la probabilité que ça a un dégât un test شغل كبيرة. Non? Mais, vous savez, Parce qu'on est en train de simuler une attaque. allez, vous savez que généralement, tout dépend de votre expérience et votre savoir-faire. Plus vous avez de l'expérience en matière de pentest, plus la probabilité que vous fassiez des bêtises diminue. C'est aussi simple que ça. Plus vous maîtrisez votre savoir-faire et les systèmes, plus vous commettrez moins de bêtises. Mais par exemple, si je simule une attaque de DOS, je suis obligée d'interrompre la disponibilité des systèmes. Alors, si le client vous autorise à simuler une attaque par déni de service, vous devez mentionner dans le contrat que qu'en cas d'arrêt à cause de l'attaque de déni de service, nous ne sommes pas tenus responsables à condition que, par exemple, que je prévienne le client à l'avance. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le contrat, c'est la partie la plus importante. C'est là que vous allez définir bien les conditions. D'accord? D'accord. Alors, quand on parle de portée du projet, donc c'est très important de définir cette portée parce que c'est là que vous allez définir, on a dit, est-ce qu'on cible une partie est-ce que c'est un test ciblé, est-ce que c'est un test complet? C'est là que nous allons faire une évaluation complète pour définir exactement ce qu'on doit faire. Et c'est là que vous allez définir quelles sont les pratiques autorisées et les pratiques non autorisées. Donc, la portée du pentest, généralement, c'est un article à part entière au niveau du contrat. Alors, maintenant aussi au niveau du pentest, il y a ce qu'on appelle des accords de niveau. Alors, généralement, vous allez avoir ce qu'on appelle un contrat un SLA, ce qu'on appelle le Service Level Agreement. Donc là, vous allez détailler les conditions de service qu'un sous-traitant devra fournir. Donc, les conditions de service que vous allez faire en tant que pentester. Généralement, les SLA sont rédigés par des professionnels. Donc là, même vous allez trouver carrément des sanctions au niveau des SLA. Dans un SLA, c'est là qu'on va déterminer quels sont les niveaux de service minimum qui doivent être garantis en termes de disponibilité, quelles sont les actions à entreprendre en cas de perturbation grave du système, etc. Donc c'est là que vous allez définir, par exemple, le système du client admet un arrêt, par exemple, de 5 à 10 minutes. Si l'arrêt est supérieur à 10 minutes, voilà ce qu'il y a lieu de faire. S'il y a un arrêt de plus de, par exemple, d'une heure, donc là, c'est une sanction qui s'applique sur le pentester, etc., etc. Souvent, le client va vous dire, ça, c'est pas important, on va pas rentrer dans ce type de détails. Pourquoi? Parce que c'est pas dans son intérêt de rentrer dans ce type de détails. Parce que lui, il va vous mettre, par exemple, un article bateau dans lequel le pentester ne doit pas perturber le fonctionnement de mes systèmes. Point.
s'il se limite à cet article, c'est vous qui êtes dans la merde. Par contre, si vous rentrez dans ce type de détails, vous vous protégez au maximum contre toute attaque judiciaire de la part de votre client. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on peut avoir affaire à des consultants de pentest. Quand on parle de consultant, on ne parle pas forcément d'une personne physique, ça peut être une personne morale. Pourquoi? Parce que généralement, l'entreprise que vous allez recruter, qui va être recrutée en tant qu'entreprise de pentest, est considérée comme une entreprise consultante. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui a un CDD, donc un contrat à durée déterminée, de telle manière que, que la durée du contrat correspond à la durée du pentest, qui est définie préalablement par le client et le pentester. Et qu'au-delà de ce contrat, toute responsabilité juridique des deux parties est nulle et non avenante, sauf s'il est spécifié autrement dans le contrat. Et généralement, les contre-indications qui sont spécifiées dans le contrat, c'est des contre-indications de nature liée au secret professionnel. Donc, généralement, la seule information de laquelle obligation qui va au-delà de la durée du contrat sont les informations relatives à tout ce qui est secret professionnel qui en résulte de l'exécution de ce type de contrat. Il faut savoir déjà qu'il faut recruter toujours une personne qualifiée qui a de bonnes références parce que le résultat de votre test en dépend. Que ce pentester va examiner chaque partie de votre réseau, qui va avoir accès à vos informations confidentielles. La tâche principale de votre pentester sera de valider les contrôles de sécurité implémentés à travers vos ressources, qu'ils soient internes ou externes. Et que généralement, qu'un pentester compétent aura de l'expérience dans différents domaines informatiques. Donc, vous n'allez pas trouver un pentester qui va vous dire, voilà, moi je fais pentest le réseau, mes systèmes Khatani. Vous voulez un pentester, oui, je fais du pentest. Par exemple, tu as des applications web, mais tout ce qui est réseau, je ne m'y connais pas. Donc là, il va falloir vraiment fuir ce type de pentester. Généralement, quelqu'un qui se dit pentester, c'est quelqu'un qui va pentester la totalité de votre système. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre un pentester, qui lui, il est là à la recherche de vulnérabilités, d'exploits, etc. Et quelqu'un qui va vous dire, moi, je suis là pour valider formellement votre outil. Celui qui valide formellement votre outil, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine particulier. Parce que là, une validation formelle va nécessiter un retracing de l'outil, rentrer dans le détail du détail, etc. Donc, une connaissance plus approfondie du domaine par rapport à ce que pourra faire éventuellement un pentester. Voilà, je pense qu'on va arrêter à ce moment, à ce niveau-là par rapport à l'externalisation. Et on va attaquer un autre aspect de notre cours. Alors, d'abord, est-ce que vous n'avez pas de questions par rapport à ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant? A priori, non. Ok. Alors, qu'est-ce que vous connaissez des normes de sécurité? Alors, Monsieur Dagagi, Bonjour monsieur. bonjour. Est-ce que ça vous parle, le mot normes de sécurité? Oui, Ça, allez-y. par exemple la suite ISO 27000. Oui, mais c'est quoi d'abord? Avant de me donner des exemples. euh, un standard c'est un synonyme. Voilà. C'est un synonyme, donc. C'est pas l'explication du nom. Manage. Il y a des entités mondiales, on peut dire agréées ou certifiées, tout le monde le suit, Mhm. publie des documents techniques
pour le suivre dans le domaine de sécurité informatique. D'accord. Alors, monsieur Yo, je sais même pas c'est qui, YO. Alors, notre monsieur Yo ne veut pas parler. Alors, l'Arbi plutôt. Alors, monsieur l'Arbi, vous êtes là? Bonjour monsieur, oui, je suis là. Alors, pour vous, c'est quoi une norme? Pour les normes, si on peut dire, c'est des règles déjà fixées par des autorités internationales Mhm. qui peuvent, c'est grâce à eux que, pour régler, bon, si on peut dire, pour standardiser la sécurité des entreprises ou des clients d'une manière un peu gérée. D'abord, ils doivent respecter à double les normes pour au moins garantir le minimum de la sécurité, si on peut dire. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la réunion de Nairobi, Kenya, qui s'est déroulée du 10 au 14 octobre, il y a 3 ans de cela? C'est la 11e rencontre du comité ISO EIXC GTC1 SC27. Il y avait plus de 200 délégués de 46 pays. Est-ce que vous avez une idée, c'est qui ces gens-là? Pourquoi ils sont partis au Kenya? Ne parlez pas de safari, hein. Alors, mais cette affaire n'est pas au cours. D'accord. On va essayer de voir. Alors, il faut savoir le ISO. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le mot ISO. En français, c'est ISO, hein. L'Organisation internationale de standardisation. Ok, c'est déjà pas mal. Alors, l'ISO, c'est l'Organisation internationale de standardisation, comme l'a dit votre camarade Arnaud. Alors, que fait cette organisation? Génère des normes et des standards D'accord. internationaux. Alors, ce qui s'est passé au Kenya, c'est qu'il y a eu une réunion d'un sous-comité du ISO afin de créer un standard. On verra tout à l'heure par la suite en détail c'est quoi cette réunion, qui l'a créée, pourquoi et comment des choses. Et surtout, c'est qui les gens qui sont venus de 46 pays. Et pourquoi 46 pays spécialement? Alors, pourquoi est-ce qu'on crée des normes déjà? Céline, Herda. Pour monter la compatibilité. D'accord, ça peut être ça. Mademoiselle Herda. Monsieur, pour généraliser ou comme il a dit, Comme l'a dit mes affaires. voilà. D'accord. Monsieur Djibrila. Puis le compatible, les équipements compatibles. D'accord. Monsieur Djibrila, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on crée des normes? Bonjour monsieur. Bonjour. On crée des normes pour éviter qu'il y ait du désordre au niveau des différentes organisations. Désordre, expliquez. Plus de détails, s'il vous plaît. Je parle de désordre parce que chaque organisation a sa propre manière
d'organiser son infrastructure, de faire ses configurations. Donc, quand il y a des normes qui sont là à respecter, ça permet facilement aux auditeurs de voir si telle organisation respecte les normes et ils sont conformes. Oui, parfait. Merci, je vais Désolé, monsieur. Alors, généralement, les normes ont été créées pour répondre à un besoin de l'industrie, en premier lieu. D'abord, le premier besoin qui a émergé, c'était l'interopérabilité. Alors, qui peut me dire c'est quoi l'interopérabilité? Alors, Awidat. Monsieur Awidat. Ou bien madame, en fait, je ne me rappelle plus. Awidat, c'est monsieur ou madame? Monsieur. Ah, d'accord. Oui, Awidat, allez-y. Alors, est-ce que vous avez une idée sur ce que veut dire le mot interopérabilité? Monsieur, Si vous n'avez pas d'idée, je n'ai pas d'idée, il n'y a aucun souci. non, j'ai pas d'idée. OK. Monsieur Habbo. Monsieur, c'est Monsieur Habbo. Avez-vous une idée sur le sens du mot interopérabilité? Alors, Habbo a disparu. Alors, mademoiselle Guémouma. Monsieur, c'est la capacité que deux entités totalement différentes peuvent communiquer entre eux. D'accord. Alors, effectivement, l'une des définitions de l'interopérabilité, c'est la capacité que deux entités hétérogènes puissent communiquer. Maintenant, dans quel but elles vont communiquer ces deux entités hétérogènes? C'est dans le but de fonctionner ensemble. Alors, généralement, je vous donne un exemple. Vous allez avoir, par exemple, un constructeur automobile. Un constructeur automobile, est-ce qu'il va construire toutes les pièces de la voiture? Si je prends, je sais pas moi, n'importe quel véhicule. Attendez, je regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, le constructeur d'une BM. Alors, est-ce que vous pensez que BMW va fabriquer toutes les voitures, toutes les pièces de la voiture? Certes, vous allez me dire, oui, il va construire son moteur, éventuellement. Mais est-ce qu'il va construire, par exemple, au niveau des calculateurs? Est-ce qu'il va construire tous les RSU du calculateur? Non. Est-ce qu'il va construire, par exemple, l'airbag lui-même? Non. Le siège, est-ce que c'est lui qui le fabrique? Non, c'est un sous-traitant. Et j'en passe d'autres pièces du moteur. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs pièces à l'intérieur du moteur qui ne sont pas fabriquées par lui. Mais seulement, c'est des pièces qui sont compatibles avec la technologie qu'il utilise. Et ça veut dire quoi cette pièce est compatible? Si c'est une pièce électronique, ça veut dire que c'est une pièce qui peut communiquer avec le reste des pièces. Et c'est une pièce qui peut échanger des données et fonctionner en cohésion avec le reste des pièces qui se trouvent dans ce véhicule. Donc là, on parlera d'interopérabilité. Donc les opérations qui se font dans l'une peuvent se faire aussi en collaboration avec l'autre pièce. On parlera aussi de facilitation de communication. Donc le deuxième point, ça veut dire que les normes ont été faites pourquoi? Pour faciliter la communication entre différents composants. On dira aussi faciliter la démonstration. Donc, démontrer quoi? Démontrer le bon fonctionnement des choses, démontrer la conformité, démontrer l'absence de faute. Tout ça, on peut le faire parce qu'il y a une norme. Et la norme, elle fait quoi? Elle nous dit comment faire la chose. Donc, j'arrive à démontrer. Les normes, pourquoi est-ce qu'elles ont été faites? Parce que l'industrie, à un moment donné, avait besoin de certification, avait besoin d'être certifiée. Certifiée conforme à quelque chose. Certifiée fiable, certifiée comme quoi elle n'est pas nuisible à l'environnement, certifiée respecter tel ou tel processus. Mais pour respecter un processus, il faudra qu'il soit noté quelque part. Donc là, c'est la norme qui va définir par exemple le processus opérationnel. L'industrie avait besoin de normes aussi
pour améliorer l'efficacité et l'efficience. Elle avait besoin aussi pour faciliter son acceptation. Imaginez, il y a un nouveau procédé qui a été créé. Comment est-ce que les gens vont accepter ce procédé? Eh bien, tout simplement, on va leur dire, voilà, ce procédé est normalisé, voilà qu'il suit tel processus, etc., etc. Pour réduire la maintenance. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques nous expliquent comment faire fonctionner les choses de telle manière à ce que comment on les appelle? Les périodes de maintenance soient espacées le plus possible. Alors, maintenant, une norme, c'est quoi? On vous dira qu'un norme, c'est un document qui va fournir des lignes des directrices sur un processus ou bien sur un produit et les résultats. Donc, une norme peut concerner trois choses, soit le process, soit le produit et le résultat. Donc, maintenant, pour être une norme, il faut respecter 5 conditions. D'abord, être réaliste. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réaliste? Alors, Mademoiselle Laroui, vous êtes venue ou vous êtes toujours absente? Alors, il faut croire que Laroui n'est pas en face de son PC. Monsieur Boudellal, qu'est-ce qu'on entend par réaliste? Le, le, les articles de ce standard peuvent être réalisés. Voilà. Les articles peuvent être réalisés. Imaginez que vous avez une norme, par exemple, qui vous dit, voilà, pour fabriquer tel produit, il faudra que votre centrifugeuse puisse tourner à la vitesse de la lumière. Théoriquement, c'est faisable. Pratiquement, on ne sait pas le faire. Donc, c'est pas réalisable, c'est pas réaliste. Imaginez que vous avez une norme qui va vous dire, pour faire tel processus, il faudra être à une température de moins 2000 degrés. Comment je vais le faire? Pourquoi est-ce qu'on vous dit réaliste? Parce que dans ce qu'on appelle la physique théorique, la physique fondamentale, il y a beaucoup de théories qui sont émises, notamment des théories en matière de fabrication d'objets, en matière d'astronomie, en matière même de conception et de modélisation de certaines matières. Mais l'état actuel de la technologie ne nous permet pas de les réaliser. Donc, vous allez avoir beaucoup comment dirais-je, pas de recommandations, mais ce qu'on appelle, alors en français, il faut que je me rappelle du nom. Beaucoup de manuels de physique théorique ou bien de procédés qui ont été soumis à la normalisation, mais dont la normalisation a été rejetée, tout simplement pour absence de réalisme. Donc là, vous pouvez chercher sur le site de l'ISO, vous allez trouver beaucoup de documents, ce qu'on appelle study documents, donc des documents en cours d'études qui ont été rejetés, tout simplement pour absence de réalisme, parce que la technologie actuelle ne nous permet pas de réaliser la chose. Donc ça a été retardé vers les années futures jusqu'à ce qu'on puisse réaliser la chose pour qu'elle puisse peut-être accéder au rang de norme. Alors, la norme doit être aussi vérifiable. Ça veut dire tout ce qu'on dit dans une norme, c'est quelque chose qu'on doit vérifier, pouvoir vérifier la véracité et l'exactitude de la chose. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui peut lire une norme peut vérifier si cette chose peut être faite ou non. On ne peut pas lui dire, voilà cette chose, vous ne pouvez pas la vérifier parce que le procédé de vérification est classé confidentiel. Non. Tout ce que vous mettez dans une norme, n'importe qui doit être en capacité de le vérifier. Une norme aussi doit être acceptable par toutes les parties. Alors, d'abord, là, je vous pose deux questions. Qui sont les parties? Et on entend quoi par être acceptable et quand est-ce qu'elle doit être acceptable? Est-ce qu'avant l'élaboration de la norme ou bien après l'élaboration de la norme? Alors, on commencera par quelles sont les parties. Alors, on va demander à M. Kouhli. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Sur les parties concernant les normes, ما تقوليش pas que c'est parti politique. non, monsieur, non. Monsieur, dans les normes internationales, les normes incluent toutes sortes de parties qui est concernées par ce domaine. شكون هاد les partis? représente qui? Qui représente هاد les partis? Est-ce que c'est le consommateur? Tout dépend, monsieur, de la norme. Par exemple, si on parle d'une norme de sécurité, c'est une chose. Allez, on va prendre l'exemple d'une norme de sécurité. C'est qui les partis? Ici, les parties seront les fabricateurs, les boîtes d'audit, Les boîtes d'audit. Ce gars, les boîtes d'audit de la planète. C'est ça, monsieur, c'est des règles à respecter. Non. قبل ما تولي واش قال لك؟ La norme doit être acceptable. Ça veut dire que d'abord, il faut qu'on l'accepte باش تولي une norme. C'est une condition pour qu'elle soit une norme. Ça veut dire que mettre une norme, parce qu'une fois que c'est devenu une norme, on a un exemple. Par exemple, la ISO 27001 est une norme. Tu ne peux pas dire moi je ne l'accepte pas. Tu dois l'accepter bien. C'est une norme maintenant. Là, c'est trop tard. Ça veut dire l'acceptation dont on est en train de parler, c'est une acceptation préalable. Avant qu'elle ne soit une norme, elle doit être acceptée. Mais ce qu'on a demain qui doivent l'accepter. C'est ça la question que je vous pose. Alors, on va essayer avec M. Messafer. Monsieur Messafer. Monsieur, j'ai pas si je suis en train d'essayer de saisir ce que vous êtes en train de dire par rapport à ce point-là. Est-ce que vous avez une idée au moins, c'est qui a les parties qui doivent accepter? Avant que Kohli ait répondu, je me suis dit les fournisseurs et le client. D'accord. Quel fournisseur? Allez dans plus de détails. Ah bah je sais pas, par exemple, je sais pas exactement. On va prendre un exemple, Malèche. On va dire par exemple en matière de téléviseur, il va y avoir une norme, même pas. Disons, on va parler de la norme 5G. Le standard 5G. Alors, pour qu'il y ait un standard 5G, il doit être accepté par toutes les parties. C'est qui les parties? Par exemple, les opérateurs, voilà. Les opérateurs de téléphonie. Entre autres. Ils vont appeler Ooredoo, ils vont appeler Mobilis. Est-ce que vous acceptez le standard de la 5G? Mobilis, que vous n'acceptez pas, ça ne passera pas que sous forme de norme. C'est sérieux. Compliqué. Je ne pense pas que Mobilis aura son mot à dire sur le standard 5G. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Non, est-ce que tu es d'accord déjà sur le fait que Mobilis واحد ما حيسقسي? Oui, oui, je suis d'accord. Par exemple, je sais pas. Cisco, il est quoi? C'est une organisation, je sais pas. D'accord, Manish. Alors. Oui, monsieur. Alors, c'est qui a des parties à qui on va poser la question? Les organismes de standardisation. Oui, mais avant. L'organisme de standardisation, c'est lui qui va créer la norme. Mais il doit d'abord vérifier qu'elle est acceptable par les parties. Quel comité ils vont tester avec la norme, la faisabilité de la norme et ils vont dire s'ils vont l'accepter ou pas. Mais je connais qui fait le comité. Qu'il y a des experts en standardisation et normalisation. Avant les experts, il y a qui d'autre? Qu'il y a les consommateurs, les constructeurs. Voilà, tout à fait. Il y a les constructeurs. Alors, le problème qui se pose avec une norme, si je prends le cas de la 5G, vous savez que le standard de la 5G, mais ça il n'est pas sorti. Nous avons la 5G chinoise, nous avons la 5G british, nous avons la 5G allemande, nous avons la 5G danoise, nous avons la 5G, plutôt avec S, 5G américaine. Et c'est un imbroglio global actuel. Le problème qui se pose avec la 5G, c'est quoi?
C'était un problème qui a été généré par les Américains. À l'époque, c'est Trump avec son prédécesseur qui sont partis du principe suivant. Ils ont dit, on va pas faire la bêtise de la 4G, où on a fait en sorte on a accepté qu'il y ait un standard mondial qui était imposé à tout le monde et on n'était pas leader dans le monde. On va laisser la liberté aux entreprises américaines. Chacune va développer sa propre norme. Et comme on est les Américains, on va dominer le marché mondial et notre norme va s'imposer comme un standard de fait. Donc, quand on ira vers l'ISO, on va leur dire, c'est un standard de fait, tout le monde l'utilise, vous devez l'accepter. Nous sommes les États-Unis, nous sommes l'un des plus grands marchés de la planète, avec 320 millions de consommateurs, etc., etc. Or, le fait d'avoir une démarche pareille, où la FCC, alors le FCC, c'est le Federal Communication Committees aux États-Unis, n'avait pas son mot à dire, a fait en sorte que que les constructeurs américains aillent chacun dans un sens. Et le fait d'aller chacun dans un sens, vous savez, quand vous avez plusieurs vecteurs de force qui s'opposent, ils vont s'annuler. Donc chacun avait sa propre approche, chacun a fabriqué son propre équipement, et par conséquent, le segment du marché américain s'est divisé. Donc, vous avez des États qui suivaient une norme, un autre État qui suivait une autre norme, un autre État qui a deux normes différentes parce qu'il a deux constructeurs au sein de l'État. Entre-temps, les Chinois, par exemple, ont défini la norme chinoise et ils ont envahi la planète avec. Les Danois ont défini la norme danoise, les Anglais la norme anglaise. Et le problème qui s'est posé, c'est que les différents constructeurs se sont mis à fabriquer. Ils ont fabriqué des équipements 5G, ils ont fabriqué des téléphones 5G et ils ont commencé à les commercialiser. Donc, quand ils se sont réunis au niveau de l'ISO, le problème qui s'est posé était le suivant. Chacun disait, oui, mais moi j'ai déjà ma part de marché. Moi j'ai déjà équipé mon pays. Je ne vais pas changer ma norme. Pourquoi c'est moi qui dois changer et pas l'autre? Donc, les Américains déjà ont accusé beaucoup de retard. Donc, vous savez que le déploiement de la 5G aux États-Unis, c'est un des pays où c'est le moins déployé par rapport à d'autres pays. Si vous prenez la Chine, par exemple, le taux de déploiement est plus élevé. Bon, à vrai dire, c'est la problématique de la 5G qui a fait en sorte qu'il y ait les mesures Trump contre Huawei parce que c'est le leader mondial en matière de 5G. Et pour éviter que le déploiement des équipements chinois sur le territoire américain, que ça puisse tuer l'économie américaine dans le domaine. Donc, entre autres. Donc, là, vous voyez un peu le problème qui s'est posé et qui a causé l'absence de normes. Donc, généralement, comme avant la 5G, comment on procédait? Il y a plusieurs constructeurs qui vont se réunir. Pourquoi les constructeurs? Parce que c'est eux qui fabriquent l'équipement. Vous n'allez pas consulter comment on appelle ça, le consommateur, parce que le consommateur n'a pas son mot à dire. Le consommateur, il va vous faire dire quoi? Oui, moi, je veux que si on prend par exemple le téléphone portable, je veux qu'il respecte telle fonctionnalité ou bien telle fonctionnalité. On n'a rien à cirer, à vrai dire, que ce soit au niveau de l'ISO ou ailleurs. Le consommateur est représenté par des gouvernements. Et le gouvernement, généralement, il essaye d'optimiser les choses en fonction de ses intérêts aussi. Donc, la proposition de la norme en elle-même va venir de la part de constructeurs. Un constructeur a découvert une nouvelle technologie ou une nouvelle approche, il va essayer de la normaliser. Pourquoi la normaliser? Pour s'arranger que tous ceux qui vont fabriquer cet objet vont le fabriquer selon la norme qui l'arrange à lui. Maintenant, généralement, il va y avoir plusieurs réunions. On verra par la suite le processus d'adoption de la norme, comment il se fait à travers le monde. Il va essayer d'imposer ses idées, de négocier avec d'autres. Donc, il va y avoir des rounds de négociation entre les constructeurs, etc., pour sortir avec un draft d'une norme. Ce draft va être soumis même au gouvernement membre de l'ISO. Chaque gouvernement va essayer de modifier, influencer la norme pour qu'elle soit tout simplement conforme à ses exigences, à ses conditions, à ses politiques, qu'elle ne soit pas en contradiction avec ses mesures de sécurité interne. Donc, il faut savoir que pour que la norme soit adoptée, il faudra qu'elle ne porte pas atteinte aux stratégies des différents pays, qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité même des différents pays,
Parce que vous allez voir que certaines normes dans leur phase de draft vont autoriser certaines choses qui posent des problèmes de sécurité pour certains gouvernements. Je vous donne un exemple à titre... on va prendre un titre d'exemple par rapport à l'Algérie. Il y a une certaine partie de la norme GSM, pas de la norme GSM plutôt, pour la fabrication de téléphones mobiles, où certaines normes sont interdites en Algérie. Carrément, les téléphones qui respectent cette norme sont interdits en Algérie. Si vous prenez par exemple, vous avez plusieurs marques de téléphones qui autorisent par exemple ce qu'on appelle la communication point à point. La communication point à point, ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous avez votre téléphone mobile qui, lui, va être utilisé comme téléphone, donc communiquer via une BTS. Donc la BTS, ça veut dire quoi? Via un réseau étoile, etc. Donc toutes vos communications passant par l'opérateur. Il y a d'autres types de téléphones qui peuvent être utilisés comme ce qu'on appelle un talkie-walkie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre téléphone peut communiquer avec les téléphones de la même marque qui se trouvent dans un certain rayon sans même passer par l'opérateur. En Algérie, cette norme a été interdite. Elle a été rejetée. L'Algérie a essayé au travers de l'ASO, il n'avait pas son poids par rapport à tous les pays qui l'ont accepté. Donc il y a eu un vote. La norme a été acceptée au niveau mondial, mais elle est interdite en Algérie pour de simples raisons de sécurité invoquées par le gouvernement algérien en disant ça permettra à des gens de communiquer hors du contrôle de l'État. Et comme c'est un système qui est quand même à portée moyenne, voire même longue, parce qu'il utilise, comme c'est un réseau. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je suis, disons, à Alger Centre. Il y a Messafer qui est à Hussein-D. Ensuite, il y a Boudellal qui est à Al-Hagash. Ensuite, il y a Hala qui est à Bebzouar. Donc, je pourrais communiquer avec Hala tout en utilisant Messafer et Boudellal comme réseau, comme point intermédiaire. C'est le principe d'un réseau ad hoc. Donc là, c'est un exemple de norme qui, pour un certain État, représentait un risque de sécurité et qui n'a pas été adopté par l'État, alors que d'autres États la considèrent comme une norme tout à fait ordinaire qui est autorisée dans leur pays. Donc là, voilà ce qu'on entend par acceptable par toutes les parties. Généralement, ces parties, c'est d'abord les constructeurs. Ensuite, vous avez les États. Ensuite, on vous dit établi par voie de consensus entre experts du domaine. Voie de consensus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les experts vont négocier, discuter entre eux pour aboutir à un document unique. Et pour finir, elle doit être approuvée par un organisme de normalisation reconnu. Il faut qu'il y ait cet organisme de normalisation qui va accepter cette norme. Maintenant, si on essaye de voir c'est quoi les normes de sécurité qui ont été publiées par l'ISO, IEC, GTC1 et C27. Alors, là, je vais vous présenter l'ensemble des normes qui vous intéressent en tant que personne qui travaille dans le domaine de la sécurité. Donc, vous avez d'abord la norme ISO 27000 qui, elle, donnera une vue d'ensemble et les vocabulaires de la sécurité. La 27001, c'est les exigences du SMSI. La 27002, c'est le code de bonne pratique. 27003, c'est les lignes directrices pour la mise en œuvre d'un SMSI. La 27004, c'est tout ce qui est mesures, donc comment prendre des mesures en matière de sécurité. La 27005, c'est la gestion des risques liés à la sécurité de l'information. La 27006, c'est les exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification. La 27007, c'est les lignes directrices pour l'audit des SMSI. La 27008, c'est les lignes directrices pour les auditeurs des contrôles. La 27010, c'est la communication intersectorielle et interorganisationnelle. La 27011, c'est les lignes directrices pour les organismes de télécommunication. La 27013, c'est comment faire une mise en œuvre intégrée de l'ISO 27001 et de la 27000 et de la 20000 plutôt. La 27014, c'est la gouvernance de la sécurité de l'information. La 27015, c'est le management de la sécurité de l'information pour les services financiers, donc tout ce qui est banque et autres. La 27031, c'est la préparation des technologies de l'information et pour la continuité de l'activité. Donc, comment éviter tout ce qui est coupure d'activité, donc plan de continuité, reprise de service, etc. La 27032, c'est la cybersécurité. La 33, c'est la sécurité de réseau. La 34, la sécurité des applications. La 35, la sécurité
la gestion des incidents de sécurité. Donc, quand il y a un incident de sécurité, comment est-ce qu'il est géré? Donc, tout ce qui est recovery team, etc. La 27037, c'est l'identification, la collecte, l'acquisition et la préservation des preuves numériques, donc tout ce qui est forensic. La 27799, c'est le management de la sécurité de l'information relative à la santé en utilisant la 27002. Donc, c'est comment une réadaptation de la 27002 pour être utilisée dans le domaine purement médical. Alors, je vois que Boudellal vient de dire les talkie-walkies sont interdits en Algérie. Oui, mais Boudellal, les talkie-walkies sont interdits en Algérie. Il vous faut une autorisation pour ça. Et tous les talkie-walkies qui se vendent dehors, c'est des talkie-walkies qui se vendent en noir. Voilà un peu un aperçu des normes qui existent en matière de sécurité et qui peuvent vous intéresser. Maintenant, la question qui se pose, oui, qu'est-ce qu'elle a la 27032, M. Messafer? J'ai pas compris. Monsieur, j'ai pas compris. Sur le jeu, non, c'est quoi la norme de la cybersécurité? Elle définit toutes les règles relatives à la cybersécurité. C'est Ah, quoi? d'accord. C'est bon, c'est ça. J'ai pas compris le sens de la question. Vous m'avez répondu. Généralement, c'est même une seconde. Si vous rentrez dans le détail de la 27002, vous allez avoir tous les détails relatifs à la cybersécurité. Ensuite, on va vous donner même comment former ce qu'on appelle un Lead Cyber Security Manager. Oui, qui a posé une question? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, on voit هنا في هاد les normes que كاين des normes de gouvernance. يعني c'est pas genre هذوك les trucs techniques يعني تاع l'implémentation ولا تاع. Non. Donc oui, كمل. La gouvernance, monsieur, ça concerne l'entreprise هذيك comment elle gère sa sécurité. Genre, علاش هنا يزيدوا يديروا لنا des normes de gouvernance. Alors, il faut savoir que quand on parle de gouvernance en matière de sécurité, ça ne concerne pas uniquement une entreprise, mais ça peut être la gouvernance au niveau d'un État. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils vous mettent des normes de gouvernance? Certaines entreprises ont besoin d'être certifiées en termes de gouvernance de sécurité. Parce que n'oubliez pas, pour la plupart des normes, vous allez avoir des certifications. Par exemple, peut-être lié, voilà, est-ce que la gouvernance de ma sécurité, elle est conforme ou elle n'est pas conforme? Conforme à quoi? Pourquoi est-ce que toi, tu vas te faire, par exemple, certifier en matière de gouvernance de sécurité? Tout simplement parce que tu vas avoir probablement un client. Il faudra que tu sois conforme à telle approche en matière de cybersécurité. Qu'est-ce qui me garantit, par exemple, que toi, ta cybersécurité, elle est bonne? Je prends un exemple. Imaginons que moi, je suis une banque. Toi, tu es un opérateur, par exemple, de gestion de trafic. Donc, au Canada, je suis une banque, j'ai mes filiales. Je veux bien qu'un opérateur de gestion de trafic s'occupe du trafic entre mes filiales. Oui, je suis un opérateur de gestion de trafic et tout. Qu'est-ce qui me prouve que tu es sécurisé? Là, ça risque de poser problème. Moi, en tant que banque, je ne vais pas m'amuser à auditer tous les prestataires avec lesquels je vais travailler. Dans ce cas-là, c'est quoi la meilleure solution? Tu vas me dire, je vais mettre comme condition, moi, je ne travaille qu'avec les gens qui respectent telle norme de gouvernance de la sécurité. Il faudra que tu sois géré selon telle approche. Peut-être qu'on est bon, d'accord, je le suis, je la respecte et tout. C'est quoi ma preuve? Je ne vais pas venir t'auditer. Ramène-moi un certificat qui prouve que réellement ta sécurité est gérée selon telle ou telle approche. Voilà pourquoi est-ce qu'on met en place des normes de management, de gouvernance de la sécurité. Maintenant, les normes de gouvernance aussi, elles vont s'étendre au-delà de l'aspect entreprise. Ils vont aller carrément
comment dirais-je, vers une proportion gouvernementale. Pourquoi? On va prendre un exemple. Si je prends le cas d'un gouvernement qui a opté pour la e-gouvernance, le gouvernement, il va travailler avec des prestataires. Il va travailler il y aura des bases de données intégrées dans différents domaines, dans différents secteurs. Il y a des secteurs sensibles, il y a des secteurs moins sensibles. Mais le problème qui se pose, s'il y a une interconnexion entre les différentes bases de données, c'est l'une des briques fondamentales d'un e-gov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le maillon faible de ces briques, donc la brique la plus faible, va ébranler toute la pyramide. Parce que l'attaquant ne va pas s'attaquer à la brique la plus solide. Et donc la brique la plus faible va essayer de la casser pour ébranler la pyramide. Donc avec le gouvernement, il ne va pas s'amuser à envoyer des contrôleurs et à contrôler chaque entreprise, chaque base de données, chaque secteur, etc., qui va rejoindre la pyramide. Donc, ils vont tout simplement dire, avec les normes, avec le référentiel diaoudan, il va falloir que vous soyez conforme. La conformité, comment elle va être faite? Soit par des audits périodiques, par des entreprises spécialisées qui sont agréées par ce gouvernement. Donc, ça va créer de l'emploi, ça va créer une dynamique économique. Soit à travers des certifications. Donc, tu dois être certifié. Chaque année, tu renouvelles ta certification. Le head de la certification ou le head de l'audit va leur donner la garantie que, sachant qu'il y a une norme de gouvernance de la sécurité, donc avec la gouvernance de sécurité garantit que les process métiers qu'a l'entreprise en matière de sécurité, que les méthodes de traitement sont conformes, sont correctes, etc. Donc, avec la certification, ils ont la garantie qu'il y a de bonnes pratiques de sécurité qui sont faites. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça Oui, d'accord, monsieur. Oui, oui, d'accord. Merci. Je vous en prie. Pour revenir vers Monsieur Messafer, tout à l'heure par rapport à la norme 27002, donc il faut savoir que la norme de cybersécurité, elle va traiter de beaucoup d'aspects, notamment déjà, elle va définir les fondamentaux, les fondamentaux de la cybersécurité, c'est quoi la cybersécurité, c'est quoi la politique en matière de cybersécurité, comment gérer les risques en matière de cybersécurité, quels sont les contrôles que vous devez mettre en matière de cybersécurité, comment est-ce que vous allez effectuer la coordination en matière de partage d'informations relatives aux risques de cybersécurité. Parce que là, il ne s'agit pas de cybersécurité dans un point unique, mais beaucoup plus en matière de collaboration intergouvernementale en matière de cybersécurité. Quand on parle de collaboration intergouvernementale, ça veut dire quoi? Vous savez que normalement, dans chaque pays, il y a au moins un ou plusieurs CERT, par exemple. Quand on parle de CERT, c'est les centres qui vont s'occuper de la récolte de l'information relative aux risques, aux différents faits, etc. et des réponses à effectuer en matière de risque. Donc, généralement, les vulnérabilités ne vont pas être découvertes le même jour, au même moment, par tous les CERT. Donc, il y aura un CERT, par exemple, en Finlande, Polo, il a découvert une vulnérabilité. Quel est le meilleur moyen de partager l'information avec tous les CERT mondiaux et de diffuser l'information le plus rapidement possible, de collaborer pour trouver une réponse la plus adéquate à cette vulnérabilité dans des délais les plus courts? C'est pour cela que vous allez avoir des patterns qui vont définir les meilleurs, ce qu'on appelle information sharing méthodologie, et quels sont les meilleurs moyens de coordination entre les différents CERT, par exemple. Vous allez avoir aussi une partie de la norme qui va vous traiter de la gestion des incidents, du monitoring des incidents, de comment garantir une continuité de service qui est prouvée et qui est assez robuste et qui peut résister à toutes les vulnérabilités qui peuvent exister, par exemple. Et vous allez avoir aussi une partie de la norme qui va s'intéresser beaucoup plus à ce qu'on appelle les Cyber Security Incident Response and Recovery. Est-ce que c'est clair, monsieur Messafer? Oui, merci, monsieur. Ok, je t'en prie. Donc, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra qui produit réellement les normes, comment est-ce qu'ils se font, etc., etc. Donc, on se verra. Ah, au fait, s'il vous plaît, prévenez M. Gogomi qu'il peut vous garder après son cours. On se voit à 13h. D'accord? D'accord. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, les séances d'ALTP qu'on a fait en ligne audit, Donc, je vais, elles ne sont pas enregistrées.